D'abord sur la forme. Quand vous lisez le chapitre 2, des valeurs, mais quand on regarde le titre, c'est des principes et des valeurs. La Constitution, c'est un acte juridique. La Constitution n'a pas vocation à consacrer des valeurs, mais à consacrer des principes. Les valeurs, ce sont des idées auxquelles on adhère parce qu'on les pense justes ou bonnes. Lorsqu'elles sont reprises dans la Constitution, elles deviennent des principes. Les valeurs ont une portée inspirante. Elles sont d'origine historique, traditionnelle, culturelle, la pratique. Elles inspirent l'État dans la production de la norme. Donc déjà, c'est une erreur formelle de mettre des valeurs. En fait, ce sont des principes, parce qu'on va les rendre obligatoires. Ce sont des règles d'organisation de l'État et de la société. Alors pour vous, la notion de valeur n'a pas sa place, c'est juste les principes? L'écriture, voilà, le titre valeur n'a pas sa place. Les principes auraient suffi. Parce qu'en réalité, de quoi s'agit-il? Quand on lit l'article 9, c'est ça. Vous voyez la liste de tout ce qui est énuméré. Ce sont des principes qui sont déclinés dans les droits fondamentaux et les règles d'organisation de l'État. Ça, c'est déjà pour la forme. Maintenant, je pense qu'il faut comprendre aussi que lorsqu'on parle des valeurs, il ne suffit pas juste de faire le formalisme. Le projet de loi de constitution soumis à notre examen reprend des droits fondamentaux consacrés déjà dans la Constitution du 26 mars 1991. Il y a deux questions qui se posent. La première question, quelles sont les garanties de ces valeurs ou de ces principes? Parce qu'il ne suffit pas de les consacrer. C'est ça l'intérêt. Deuxième observation, deuxième chose. Ce projet de loi de constitution reprend des principes auxquels lui-même il porte atteinte. C'est-à-dire vous prenez déjà l'article 43, on va y revenir sur la fonction de président de la République. Lorsque on voudrait qu'une partie des Gabonais ait la possibilité de candidater à la présidence de la République, en se fondant sur le mariage ou les origines, on porte atteinte même à un principe consacré, c'est le principe d'égalité. Donc, il y a déjà une contradiction que l'on peut soulever. Je finirai par une dernière observation. Vous prenez le préambule même de ce projet de loi. Vous prenez le paragraphe 3, le paragraphe 8. Conscient que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins, ainsi de suite. Mais ce paragraphe dit quoi? Que les choix qui sont faits aujourd'hui ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures à faire leurs propres choix. Est-ce que vous pensez que ce paragraphe est compatible avec l'article 69 qui consacre l'intangibilité de certains principes? Alors, j'ai envie de revenir et insister sur les valeurs, puisque c'est de cela dont il est question pour cette première partie d'émission, en revenant sur l'article 25. On parle des valeurs. Cette constitution dit ceci, article 25, la famille est la cellule de base naturelle de la société. Le mariage, union entre deux personnes de sexe opposé, en est le support légitime. Là, il s'agit des valeurs et non de principes comme vous l'avez évoqué. Que dire, par exemple, par rapport à cet article 25? Est-ce qu'à partir de ce moment, l'on peut s'opposer à cette constitution parce que cet article ne répondrait pas aux normes, que ce soit traditionnelles, culturelles ou selon que vous le souhaiterez? Avant de passer la parole à M. Bio-Adjo, puisque c'est vous qui avez la parole. Bien, merci. Mais nous sommes là au cœur du débat. Oui. On va relire l'article 25. La famille est la cellule de base naturelle de la société. Le mariage, union entre deux personnes de sexe opposé, en est le support légitime. Ils sont placés sous la protection de l'État. Pourquoi accorder une protection constitutionnelle au mariage? Est-ce que le mariage est la seule forme d'union matrimoniale? Il y a un problème déjà d'égalité. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais ça veut dire que dans la vie civile, toutes les personnes ne sont pas mariées. Il y a des gens qui sont en union libre. Il y a des gens du mariage. Le mariage déjà. Vous parlez l'union entre deux personnes de sexe opposé. Ça veut dire qu'en réalité, le Gabon consacre le mariage comme étant l'union entre deux personnes de sexe opposé. Je n'intervenais pas d'abord. Les valeurs, la culture gabonaise n'est pas protégée à partir de ce moment. Mais à quoi se pose-t-on? J'intervenais d'abord sur le rapport entre cet article et le principe d'égalité. Maintenant, je viens à l'observation que vous faites. C'est une question, pas une observation. Bon, la question que vous posez, on y répond simplement. D'accord. Est-ce que ça ne consacre pas un principe ancré dans nos traditions ou dans notre histoire ou dans notre culture? Serait-ce une mauvaise chose? Mais le problème, ce n'est pas d'abord ça. Le mariage
est-il la seule union matrimoniale dans la culture gabonaise? S'il vous plaît. Oui, monsieur Moussok. Bien, merci. Bon, ce qui est croustillant, c'est de constater que ceux qui font les reproches aux autres sont eux-mêmes tombés dans le panneau. Le professeur Veilleban s'est étonné de dire la même chose que moi. Les choses sont claires. Il y a une distinction entre les valeurs et les principes. Personne n'a dit que l'État ne se référait pas aux valeurs. J'ai bien dit que les valeurs servent de source à l'État pour produire la norme. Sauf que quand on reprend les valeurs dans le droit, ça devient des principes. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas tenir compte des valeurs. J'ai dit que l'erreur formelle, c'était de mettre le titre « valeur ». Parce que ce que vous appelez « valeurs », ce sont des principes. Elles deviennent obligatoires. Elles régissent l'État, elles régissent la société. Première chose. S'agissant de l'article 25, bon, là encore, on est allé faire des extrapolations. Personne n'a jamais dit que protéger le mariage était une mauvaise chose. J'ai tout simplement appelé l'attention de tout le monde sur le fait que le mariage n'est pas la seule forme d'union conjugale dans une société. Pourquoi dire que l'État doit accorder une protection particulière au mariage, pas à l'union libre et à autres? Le débat s'est déjà posé dans l'histoire du Gabon. Quand vous regardez la Constitution du 21 février 1961, le président Léomba avait fait en sorte qu'il existe dans cette Constitution des dispositions qui réglaient les querelles entre les enfants qui étaient nés dans le mariage, donc les enfants légitimes, et les enfants nés hors mariage. Il avait introduit des dispositions qui laissaient entendre que les enfants nés hors mariage, ce qu'on appelle les enfants naturels, aient la même assistance et la même protection que les enfants légitimes. C'est un débat de fond. Donc, lorsque on analyse le projet de loi de constitution, on l'analyse à l'aune justement des valeurs, des principes, à la façon dont on se représente la société, que l'on y a attaché. Et à la vision que l'on se fait de la société, on peut tout à fait dire légitimement nos compatriotes, je ne peux pas vous appeler à voter oui, alors, je vous appelle à voter non. Vous aurez proposé quoi, M. Messouk, par rapport à ces dispositions que vous évoquez? Vous aurez proposé quoi, vous? D'abord, l'article 25, de mon point de vue, on n'a pas à dire que le mariage bénéficie d'une protection particulière. Puisque le mariage relève de la liberté individuelle. La liberté individuelle est un droit fondamental. Ça, en fait, c'est un fondement suffisant pour pouvoir protéger le fait que quelqu'un se marie ou ne se marie pas. C'est la liberté qui doit être protégée. Ce n'est pas le mariage en tant que tel. Quel est l'intérêt de protéger le mariage en tant que tel? C'est comme si on estimait que la famille n'est fondée que sur le mariage. On peut faire la famille en dehors du mariage. C'est une conception. C'est la préférence de l'État pour le mariage qui pose problème. Et cela suffit voilà, la préférence de l'État pour le mariage me pose problème. C'est un argument. Cela suffit, un argument. On va peut-être permettre c'est un argument parmi tant d'autres, mais c'est ça la colonne vertébrale de mon raisonnement. Pourquoi le mariage bénéficie d'une protection particulière? Parce qu'il y a des conséquences. Voilà. Si je peux me permettre une observation. Nous sommes dans un débat et je constate que certains mettent déjà des tabous. Et tout à l'heure, M. Nsigou faisait un sophisme par division. On n'est pas d'accord sur un point, on ne peut pas appeler à voter pour l'ensemble. Moi, j'ai été clair dès le départ. Vous avez posé des questions précises et on a apporté des réponses par rapport aux questions que vous avez posées. Et tout cela a été mis en perspective avec l'objet de la discorde. Pourquoi eux, ils sont dans le oui, nous sommes dans le non? C'est rattaché toujours à nos positions et à la lecture que l'on fait de la Constitution. Donc, dire qu'on ne comprend pas de quoi on parle, les éléments qui sont dans ce projet de loi de Constitution, ce sont des éléments que l'on peut débattre. Quand on met dans le projet de loi de Constitution, on parle de l'esprit du 30 août. L'esprit du 30 août, c'est quoi? On a parlé de la libération. Est-ce que la libération du Gabon, l'esprit de la libération a commencé le 30 août? On peut déjà discuter ça, cette affirmation. Alors moi, je m'interroge. Tous ceux qui ont combattu dans ce pays pour libérer justement le pays, pour faire en sorte que le pays soit un pays démocratique. Ça fait partie de l'esprit du 30 août. Non, mais ce n'est pas l'esprit du 30 août. Ça n'a pas commencé le 30 août. Pourquoi vous datez cet esprit au 30 août? Non, je peux répondre à ça. Non, mais il n'y a pas de non, je n'ai pas terminé. Il n'y a pas de non, je n'ai pas terminé. Il n'y a pas de non, je n'ai pas terminé. C'est déjà la question. Ensuite, il y a des arguments d'autorité qui ne sont pas recevables. Vous ne pouvez pas dire que lorsqu'on rédige une constitution, on met forcément valeur. Quand vous prenez la constitution du 26 mars 1991, vous ne voyez pas le titre valeur. Vous voyez des libertés et droits fondamentaux, des principes. C'est aussi une manière d'écrire. Accepter que l'on discute le formalisme même de l'écriture.
Pourquoi, quand on le discute, ça devient le fait qu'on n'est pas rigoureux, on ne fasse pas preuve justement de rigueur scientifique. Non, on peut discuter la forme et le fond du texte. C'est ça l'objet de la discussion. Ne commençons pas par mettre des termes. Oui, monsieur Moussa. Madame. Laissez l'autre camp. Non, Léné a demandé la parole par gentil. Non, c'est à vous, allez-y. Allez-y. Bien. Alors, on est quand même là autour d'une incongruité. Le professeur Véhéban a parlé de régime présidentiel renforcé limité, sans jamais réellement nous dire exactement ce que ça veut dire. En droit constitutionnel, en sciences politiques, les régimes sont clairement définis. Lorsqu'on parle du régime présidentiel, c'est un régime dans lequel le président de la République a la plénitude du pouvoir exécutif, mais ce pouvoir exécutif est contrebalancé par la séparation stricte des pouvoirs. Ça veut dire quoi? Les institutions sont indépendantes, elles collaborent et ce sont des contre-pouvoirs. Le modèle qu'on a toujours en tête, ce sont les États-Unis. Donc, ça veut dire quoi? Plénitude du pouvoir exécutif, il est chef de l'État, chef du gouvernement, chef des forces de défense et de sécurité. Bien. Mais c'est contrebalancé par la séparation stricte des pouvoirs. Il n'a pas le pouvoir de dissolution. Lorsque le président de la République, fort de sa plénitude du pouvoir exécutif, exerce concurremment du Parlement le pouvoir législatif, on est là dans une extension de pouvoir. On est d'accord. C'est le régime présidentialiste qui se caractérise par la plénitude du pouvoir exécutif et la concentration des pouvoirs. Soyons un peu sérieux. Nous avons l'histoire de notre pays. On dit, mais le président que l'on porte dans le projet de loi de constitution a moins de pouvoir que les précédents. Mais de quel président parle-t-on? Définissez la borne de comparaison. Si vous comparez ce président-là à celui du 26 mars 1991, l'article 8 de la Constitution du 26 mars 1991 dispose que le président est le chef suprême du pouvoir exécutif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a le pouvoir le plus élevé. Mais ça veut dire qu'il partage ce pouvoir avec le Premier ministre et le gouvernement. Exactement. Mais quand vous dites dans l'article 41, il est le détenteur du pouvoir exécutif en comparaison à la disposition de la Constitution du 21 février 1961, il a la plénitude du pouvoir exécutif. C'est une concentration au sein de l'exécutif. Parce que la concentration des pouvoirs, elle est interne et elle est externe dans le rapport des trois pouvoirs. Exactement. Maintenant, quand vous comparez la Constitution du 26 mars 1991, le président n'est pas chef du gouvernement. Mais quand vous comparez ce projet de loi à la Constitution du 21 février 1961, le président était aussi chef du gouvernement. Il était chef d'État. Il concurrençait le Parlement dans l'exercice du pouvoir législatif. Il présidait le Conseil supérieur de la magistrature. Et Maître Nzigo a dit de Bécassine tout à l'heure, dans la Constitution du 21 février 1961, il y avait déjà l'inamovibilité des juges. Relisez la Constitution du 21 février 1961. Est-ce que ça empêchait le coup d'État de 1964? Non. C'était pour quelle raison? C'était pour l'accumulation des pouvoirs. Lorsque Albert Bernard Bongo arrive au pouvoir, il procède à des modifications autoritaires à partir de 68, 76, 79. Ça conduit à quoi? À la tentative de coup d'État de 1984 ou de 1986. Lorsqu'on arrive à l'empire de la Constitution du 26 mars 1991, il procède aussi à des modifications autoritaires. Ça produit quoi? Ça produit tout ce qu'on a connu, les contestations électorales. Son fils arrive, il fait aussi des modifications unilatérales. Ça produit quoi? La tentative de coup d'État de 2019 et le coup d'État de 2023. Quelle était la raison? Revenez à la prestation de serment d'Oligui Nguema. L'une des raisons, c'était lesquelles? Et même la raison principale, c'est l'accaparement des institutions par le président de la République et par son parti. C'est la cause principale du coup d'État de 2023. Pourquoi on veut l'ignorer? Donc, vous pouvez, et ça permet de revenir aux valeurs. Et là, vous avez toujours là de faire des conclusions, des extrapolations. On n'est pas contre les valeurs. L'intérêt, ce n'est pas de les consacrer, c'est de les garantir. Vous pouvez avoir un peuple qui a plein de valeurs proclamées, mais si vous avez quelqu'un qui peut y porter atteinte, est-ce que les libertés dont on a parlé tout à l'heure n'existaient pas déjà dans la Constitution du 26 mars 1991? Pourquoi ça n'a pas empêché le coup d'État du 30 août 2023? Donc, en réalité, les partisans du oui n'assument pas clairement le régime présidentialiste. Vous allez me citer un pays démocratique qui a un régime présidentialiste. Les régimes présidentialistes n'existent que dans les dictatures d'Amérique du Sud, les dictatures d'Afrique, en Russie, à l'époque, justement dans l'Union soviétique. C'est ça le modèle? C'est ça le modèle que vous défendez? Nous défendons un régime qui a fait consensus dans ce pays. C'est celui de la Constitution du 26 mars 1991 originelle, où il y avait un régime semi-présidentiel. Le président
était fort, mais il était limité. Parce que vous parlez des choses, on a l'impression qu'on ne parle pas de la même chose, du même projet de loi. Si vous reconnaissez au président, oui. Êtes-vous en train de dire qu'il y a un non-dit dans cette... Il n'y a pas de non-dit dans le projet de constitution, c'est clair. C'est eux dans leur communication qui n'assument pas ce qui est dans justement le texte. C'est un régime présidentialiste qui ne veulent pas assumer. Quand vous permettez au président d'avoir la plénitude du pouvoir exécutif, de concurrencer le Parlement dans l'exercice du pouvoir législatif, de présider le Conseil supérieur de la magistrature, et Maître Dzigou nous a expliqué une grande fable. Le président, il se contente de venir s'asseoir, se lever et partir. Donc, le problème de la magistrature, l'indépendance de la justice, ça n'a jamais posé de problème dans notre pays. Alors, parce que le président s'asseyait, il se levait. Merci. Non, vous n'avez pas à m'interrompre. Vous n'avez pas à m'interrompre. Non, mais d'accord, mais c'est moi qui ai la parole. Donc, je dis ceci. Ce qui a posé problème dans notre pays, et l'histoire est claire, elle est têtue. À chaque fois dans ce pays, qu'on a renforcé les pouvoirs du président, ça a toujours mal terminé. Aujourd'hui, vous faites passer ce projet de loi. Je le dis à tous nos compatriotes, il y aura un nouveau coup d'État. Parce que l'histoire est claire. Soit on tire les leçons du passé, soit on ne tire pas les leçons du passé. Et quelqu'un a été clair. Quand on ne connaît pas le passé, on est condamné à le réitérer. Ce qui est toujours bien avec les partisans du oui, c'est qu'ils sont toujours en train de nous prêter des intentions, mais ils ne font jamais la démonstration. Ils ont dit que le régime présidentiel est standard. Ils se focalisent sur le premier critère qui est celui de la plénitude du pouvoir exécutif. Mais ils ne mettent pas l'accent sur l'équilibre des pouvoirs. On l'a dit. Non. Vous parlez du pouvoir de dissolution. Ce qui est consigné avec vous, c'est ça. Quelle est la nature du pouvoir de dissolution? C'est une décision politique. Est-ce que la mise en accusation est une décision politique? Non. C'est une procédure judiciaire. Ça n'a rien à voir. Donc, il faut bien comprendre que quand on parle de la séparation des pouvoirs, il faut encore savoir dans quel régime on est. Il y a des principes universels de la séparation des pouvoirs. Mais la séparation des pouvoirs a des modalités qui s'appliquent en fonction du régime dans lequel vous êtes. Si vous êtes dans un régime parlementaire, il y a une séparation souple. Pourquoi le président, si on est dans un régime parlementaire primo-présidentiel, comme celui de la France, ou c'est encore le cas du Gabon, avec la constitution du 26 mars 1991, si on accorde à ce président le pouvoir de dissolution, c'est parce que le Parlement bénéficie de la motion de censure contre son gouvernement. C'est comme ça qu'on équilibre. Non, je ne vous ai pas interrompu. Je ne vous ai pas interrompu. Oui, c'est dangereux, mais c'est ça la logique. C'est dangereux, mais c'est le régime parlementaire. C'est le régime parlementaire. Non. Mais bien sûr que c'est puisque le régime parlementaire, c'est un régime dans lequel le gouvernement a une responsabilité devant le Parlement et le gouvernement bénéficie du pouvoir de dissolution. C'est ça qu'on appelle l'équilibre. C'est la capacité de se neutraliser dans l'intérêt supérieur. C'est pour éviter les excès. Si on va aux États-Unis, si on va aux États-Unis, le président des États-Unis, il a un pouvoir de veto. Il peut bloquer la loi votée par le Congrès. Mais le Congrès bénéficie, c'est ce qu'on appelle le veto législatif. Quel est l'esprit? On revient à Montesquieu. Revenons dans le cas de notre constitution. Le président ici peut dissoudre, mais le Parlement n'a pas de pouvoir équivalent. En fait, il faut expliquer l'esprit. Mais c'est quel article aussi? Il n'y a pas d'équivalence. Niveau, s'il vous plaît? Madame Mouillet, il faut expliquer aux compatriotes ceci. S'il vous plaît, de la dissolution. Cessez de m'interrompre, je vais aller où? Monsieur Béaoud, je ne vous interromps pas. Il faut qu'on discute de façon scientifique. Laissez-le terminer son idée. Ce que je veux expliquer, c'est qu'on ne peut pas parler de la séparation des pouvoirs dans un régime présidentiel exactement de la même manière qu'on pourrait le faire dans un régime parlementaire. Il y a une logique. Dans le régime présidentiel, la séparation, elle est stricte. Non. La séparation est stricte. Non, monsieur. Les institutions ça, c'est le régime présidentiel américain. Il faut le dire ici. Je vous ai dit, regardez l'histoire des institutions. Revenons sur la Constitution. Le cas africain. Sur la Constitution. La méthodologie est simple. On part des standards et on applique à la situation. Bien sûr. Revenons sur la Constitution gabonaise. On parle d'abord des standards. Ça veut dire quoi? Dans le projet de notre Constitution, on a octroyé, on a attribué, ou du moins on a reconnu au président de la République le pouvoir de dissoudre. C'est un pouvoir politique. Ça lui permet de sanctionner le Parlement si le Parlement n'est pas conforme à sa volonté politique. Le Parlement n'a pas d'équivalent. Là, on a bien dit ici que la procédure d'accusation est judiciaire. C'est lorsqu'il viole son serment ou il commet une infraction de haute trahison. Mais c'est ça qui est là. Monsieur Veil, merci bien, monsieur. Pour terminer, une seconde. la caractéristique, les pouvoirs reconnus
au président de la République dans ce projet de loi de constitution ne correspond pas aux critères d'un régime présidentiel. Ces caractéristiques correspondent aux critères d'un régime présidentialiste. Et le régime présidentialiste est une dénaturation du régime présidentiel de nature à le rapprocher d'une dictature. C'est ça le fond du débat. Monsieur Weber. Merci. Bon, ce qui est toujours bien avec eux... Ça sera votre mot de fin. Oui, on a 6 ce minutes. qui est toujours bien avec eux, c'est l'extrapolation. Et il répond jamais à la question posée. Monsieur Nzigou nous dit la mise en accusation est un acte politique. Est-ce que le président est mis en accusation devant la haute cour de justice, qui est une autorité de justice d'exception, pour des raisons politiques ou c'est pour des infractions? Non. Est-ce que c'est pour des raisons politiques ou des infractions? Le pouvoir de dissolution, est-ce que c'est parce que les députés ont commis des infractions ou c'est parce qu'ils ont un fonctionnement politique qui ne correspond pas à la gouvernance du président? Il n'y a pas d'équivalence. Et quand on veut jouer les savants, on commence déjà par là. Deuxièmement, le professeur Véhément tout à l'heure n'a pas respecté une méthodologie simple que lui-même il a fixée dès le départ. Vous prenez le standard et vous appliquez à la situation. Il n'arrive pas à nous démontrer le régime présidentiel au regard des caractéristiques ici. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut appliquer par rapport à notre localité. Mais on n'est pas contre le fait d'appliquer à la localité. Mais qu'est-ce que ça change à la scientificité, à l'analyse scientifique? Il nous reste 4 minutes. Ce qui est là-dedans, ce n'est pas un régime présidentiel, c'est un régime présidentialiste. C'est votre mot de fin. C'est votre mot de fin, monsieur.